Bonjour, dans cette vidéo nous allons donc corriger le TP numéro 3 qui concerne donc l'installation d'un serveur web simplifié sous Linux. Alors ce TP est organisé en deux parties, une première partie qui concerne donc la configuration du réseau sous Linux et puis la deuxième partie qui concerne l'installation donc d'une application et entre autres d'un serveur web et le paramétrage de ce serveur. Alors, on va commencer d'abord ici par cette première partie, donc la configuration du réseau, et on va rapidement voir les éléments dont on a besoin pour configurer un réseau et des commandes qui sont à notre disposition sous Linux. Alors, ici, on suppose qu'on a deux ordinateurs à l'intérieur d'un local, enfin dans une maison, et puis on souhaite accéder à Internet, on souhaite également que les ordinateurs puissent communiquer entre eux. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est d'abord comment est-ce qu'on identifie les ordinateurs. Eh bien, ça va être par une adresse IP. Et cette adresse IP doit être unique sur le réseau. Alors, c'est ce qu'on va indiquer ici. Donc, il nous faut d'abord une adresse IP. Je vais prendre une police un peu plus petite. Il nous faut donc une adresse IP. Une adresse IP qui soit une adresse IP locale. On va prendre 192.168.1.2 par exemple. Donc là, c'est attention, il s'agit donc d'un exemple. Voilà. Et puis le deuxième ordinateur, eh bien lui va avoir aussi une adresse IP qui doit être différente, 192.168.1. Bien, pour que les ordinateurs puissent communiquer entre eux, ce qu'il faut bien sûr, c'est ajouter un switch que l'on va installer ici. Alors, on précise également, donc ça je vous le rappelle, vous l'avez déjà vu sans doute dans votre cours, le masque de réseau qu'on peut mettre donc en notation décimale pointée ou en notation CIDR. Ici, on va mettre en notation CIDR, c'est-à-dire c'est un masque en 255, 255, 255, 0. Et voilà, donc j'ai les adresses IP, et puis ensuite, eh bien, une fois que j'ai défini ces éléments-là, il me suffit simplement de relier les ordinateurs au switch, et les ordinateurs vont pouvoir communiquer entre eux par l'intermédiaire de leur adresse IP. Eh bien, l'adresse IP, soit on peut la définir manuellement, donc deux façons de définir une adresse IP, deux façons de définir une adresse IP manuellement. Ça, c'est la première façon de faire, manuellement. On dit qu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une adresse statique, qu'on définit au niveau de l'ordinateur, et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire avec Linux pour définir une adresse IP statique, ou alors une adresse IP dynamique. Donc on va mettre automatiquement, ce sera une adresse dynamique, et dans ce cas-là, il faudra un serveur DHCP. Donc nécessite un serveur DHCP, voilà, qui va donc lui se charger de définir l'adresse IP donc de notre ordinateur. Donc on a ces deux possibilités là. En tout cas, nous ce qui nous intéresse, c'est de récupérer nos adresses 192.168.1.2. Donc plus le masque, on va peut-être le rajouter quand même parce que c'est une information qu'il faut pas oublier. Donc on va préciser le masque. Ici, on veut un masque en 255.255.255.0, et puis on aura bien sûr le même masque puisqu'on est sur le même réseau pour le deuxième poste. Voilà. J'ai mis 192.1, on va peut-être mettre .3. Voilà, donc on a deux choses ici qu'on peut noter. Les adresses IP peuvent être définies de deux façons, de façon manuelle, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une adresse IP statique ou une adresse IP dynamique qui, elle, nécessite un serveur DHCP. Bien, une fois qu'on a vu ces éléments-là, il faut qu'on puisse accéder à Internet. Et bien, pour pouvoir accéder à Internet, on va avoir besoin d'un routeur. Alors, un routeur, c'est un petit peu comme un rond-point qui va nous permettre, en fait, de passer d'un réseau à un autre. Et donc là, comme on veut sortir du réseau local, donc du LAN dans lequel on se trouve, eh bien, on va être obligé de mettre en place un routeur. Donc, voilà le symbole général que l'on trouve pour un routeur. Il possède au minimum deux pattes ou deux ports réseau.
un vers chacun des deux réseaux qui va pouvoir mettre en relation. Donc entre autres ici, on veut mettre en relation nos ordinateurs avec Internet et donc on va passer par un routeur. Donc voilà ici, on va récupérer, on a ici notre routeur qui se trouve là et puis ici qui se connecte sur Internet. Alors, bien sûr, notre routeur, comme il est dans notre réseau local, il aura aussi besoin ici, donc du côté du réseau local, d'avoir une adresse IP. Donc, il va posséder également, lui, donc pour le routeur, une adresse IP, par exemple, en 192.168.1.254, le même masque de réseau. Hein, donc ça, c'est côté... on va dire donc c'est du côté côté local. Je vais peut-être mettre une flèche pour bien montrer ici qu'il s'agit de ce port-là. Et puis ensuite, eh bien, de l'extérieur, il va récupérer une adresse. Alors souvent, c'est une adresse IP qui est donnée par les fournisseurs d'accès et qu'une adresse IP dynamique parce que le nombre d'adresses IP est parfois limité. On va prendre une adresse ici. Une adresse IP, bon, peu importe en fait. Ici, elle nous intéresse pas, donc même pas. Je vais pas la mettre. Donc voilà. En tout cas, ici, on a tous tous les éléments. Si on souhaite aller donc sur Internet, maintenant, ce qu'il va falloir, les ordinateurs en fait ne sont pas paramétrés pour pouvoir envoyer des informations pour le moment vers l'extérieur. Ce qu'il faut rajouter pour que l'ordinateur puisse envoyer une information à l'extérieur, eh bien en fait, c'est ce qu'on appelle une passerelle ou le routeur par défaut, et c'est ce que nous allons définir ici. Et bien en fait, qu'est-ce que c'est que la passerelle? Donc passerelle, qu'on appelle aussi en anglais gateway. D'accord? Et bien en fait ça va être quoi? Ça va être l'adresse en fait de notre routeur. Donc ici 192.168.1.254. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien en fait, ce que va savoir l'ordinateur ici que j'ai, qui possède un hostname, c'est-à-dire un nom, par exemple ici, on pourrait dire que c'est le poste 1, et puis là j'ai le poste 2. Eh bien le poste 1, s'il veut envoyer une information donc sur Internet, s'il veut aller sur Internet, par exemple pour visiter un site, en fait, il va se connecter à une adresse qui n'est pas sur le réseau donc local de l'entreprise. Ce ne sera pas sur le réseau 192.168.1.0/24. Et donc, en fait, il va observer cet élément-là et donc cette information-là et il va envoyer automatiquement au routeur. Et le routeur, lui, eh bien, il sait que cette information, elle doit sortir et c'est de cette façon-là, en fait, simplement qu'il va sortir le réseau. Donc, vous voyez bien qu'ici, on a à la fois d'abord une adresse IP, qu'on a un masque et qu'on a une passerelle et qu'on est obligé de définir, donc au minimum, ces trois informations pour pouvoir aller à l'extérieur. Donc pour aller rester dans un réseau local, il faut deux choses, l'adresse IP et le masque. Par contre, si vous voulez aller sur un autre réseau, vous avez besoin de définir la passerelle. Donc dans le cas présent, ce sera 192.168.1.254 puisque c'est l'adresse du routeur sur lequel je me trouve. Dernière chose qui va nous manquer, c'est ce qu'on appelle le serveur DNS. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, eh bien, on a besoin, d'accord, pour aller ici sur Internet, il nous faut un moyen pour transformer un nom de domaine en adresse IP. Parce que les ordinateurs communiquent à partir de l'adresse IP, c'est dans le cadre du protocole TCP/IP, et on a besoin de l'adresse IP pour pouvoir atteindre un autre ordinateur. Mais on a un problème, c'est la mémorisation. Problème de la mémorisation des adresses IP. Il est clair que c'est difficile de mémoriser des adresses et pour ça, les serveurs ou même les ordinateurs possèdent un nom de domaine, un nom d'hôte ou un nom de domaine, on va dire, alors qui est composé de quoi? Bien, de l'hôte, le nom d'hôte, plus le domaine. Eh bien, il existe des serveurs, ce qu'on appelle les serveurs DNS, donc qui veut dire domaine name
système. Eh bien, le serveur DNS, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire le nom de domaine en adresse IP. Voilà. Donc en fait, ça c'est quelque chose de très important. On a besoin donc d'avoir un serveur DNS pour pouvoir traduire les domaines en le nom de domaine en adresse IP. Eh bien, donc pour cela, donc quand on est avec le navigateur, vous voulez aller sur le site, par exemple ici j'ai le site Excalidro, eh bien en fait on va saisir excalidro.com. Excalidro.com, il va falloir le transformer en adresse IP. Comment ça va être fait? On va envoyer une requête à un serveur DNS, et puis cette requête, eh bien en fait on va récupérer la réponse avec une adresse IP qu'on va pouvoir utiliser. Donc on a un dernier élément que l'on doit préciser ici. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le serveur DNS. Le serveur DNS. Par exemple, on pourrait prendre ceux d'OpenDNS. Donc OpenDNS, ce sont des serveurs DNS qu'on trouve aux États-Unis qui sont assez rapides pour répondre et qui peuvent, dans certains cas aussi, avec un abonnement, on peut obtenir du filtrage, voilà, donc de DNS. Donc ça peut parfois être utile. Donc 208.67.220.220. Donc voilà, ça c'est le serveur DNS d'OpenDNS. Vous avez ceux de Google de mémoire, je crois que c'est 8888, c'est 4 x 8. Enfin, voilà, on a toute une série on en a plusieurs. En tout cas, vous avez besoin donc de définir tous ces éléments-là. Alors le serveur DNS, bien sûr, lui, alors là j'ai mis, on a mis un serveur DNS externe, mais on aurait très bien pu mettre un serveur DNS interne. Alors je crois que je dois avoir une icône quelque part de DNS, ici. Voilà, je vais pouvoir mettre le DNS là, donc qui lui est il est à l'extérieur, il est sur Internet, mais je vous rappelle, vous pouvez avoir un serveur DNS local. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est même vivement conseillé lorsqu'on utilise un domaine local. Donc vous pouvez avoir un serveur DNS, et ce serveur DNS, eh bien, quelle sera son adresse IP? Ici, ce sera donc 208 pour le serveur DNS. Voilà. Voilà, donc ce qu'il faut bien noter, on a donc pour une machine, on a les informations suivantes à indiquer. D'abord, l'adresse IP de la machine, le masque, bien sûr, de réseau, la passerelle ou gateway, et enfin, le serveur DNS. Eh bien, c'est ce que nous allons voir donc maintenant. Quelles sont les commandes que l'on utilise pour définir toutes ces informations? Alors, tout d'abord, il faut savoir que chaque carte réseau possède un nom, et on va utiliser la commande IP. Alors cette commande IP d'ailleurs, elle donne plus d'informations que seulement les informations sur les cartes réseau, donc on va la voir maintenant. La commande IP, c'est celle qui va nous permettre quasiment de tout définir. Alors, on a IP, et puis généralement on va lui associer une action ou une option qui peut être link. Là, cette information-là va nous indiquer les informations sur les cartes réseau. Alors on verra ça tout à l'heure, donc c'est un élément important. Après vous avez le ADDR ou adresse, qui va nous indiquer ici les adresses IP. Indiquer l'adresse, là où les adresses, puisque les adresses IP donc des interfaces réseau. Et puis enfin, on va avoir route, qui va nous indiquer, qui va nous donner la table de routage. Alors qu'est-ce que la table de routage en fait? C'est simplement, on pourrait très bien avoir plusieurs routeurs, et puis dire si je veux envoyer des informations sur tel réseau, je vais passer par tel routeur. Si je veux passer des informations sur un autre réseau, j'ai la possibilité de passer par un autre routeur. Donc en fait, c'est là qu'on va retrouver, entre autres, la passerelle. Donc on a une passerelle par défaut, et puis ensuite on peut avoir des passerelles en fonction de différents réseaux que l'on souhaite atteindre lorsqu'on a plusieurs routeurs. Alors ici, donc la commande IP, je vous montre peut-être rapidement comment on va faire. Alors pour ça, je vais
me connecter directement à donc ici sur mon poste, donc Bob, et puis Bob, je me connecte. Voilà, le temps que ça démarre. Voilà, on va ouvrir. Alors, on va déjà ici vérifier les informations de connexion. Alors, vous voyez, on a ici toutes des données. Alors, il y en a des données qui ont été calculées, mais on voit bien que j'ai ici une adresse IP 192.168.3.124 hein, pour cet ordinateur-là. L'adresse de broadcast, c'est 192.168.3.255. C'est normal quand je regarde le masque. Hein. Je vous rappelle que, en fait, il faut avoir tous les bits de l'identifiant d'hôte qui sont à 1. C'est pour ça qu'on obtient 255 et que le masque de réseau, c'est 3 fois 255.0. La route par défaut. Hein, et donc ça, c'est quoi la route par défaut, ça va être en fait mon routeur. Il est en adresse 192.168.3.33. Et puis ici, on a deux DNS qui ont été définis. Ce sont des DNS externes, 193.110.81 et 185.253.5.1. Bien. Eh bien, écoutez, on est sur notre machine et on va voir tout de suite donc les commandes maintenant qui permettent de l'obtenir, puisque je vous rappelle que lorsqu'on est sur un serveur, on n'a pas forcément une interface graphique pour pouvoir récupérer et modifier ces informations. On est plutôt avec une interface de type console, hein, puisque ça sert à rien de charger une interface graphique sur un serveur. Ça sert à rien d'occuper de la mémoire. C'est pas utile. Autant qu'elle serve pour les services que doit rendre le serveur. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, on a la commande IP. Alors déjà, on peut en faire un man IP, et donc je vous rappelle qu'on va récupérer toutes les informations et toute la documentation concernant cette commande. Mais ici, on va voir les premières. Donc vous avez man, excusez-moi, mais IP, link. Et là, on va récupérer donc toutes les informations. Alors, vous avez là deux interfaces qui sont indiquées. La première, c'est LO pour localhost, hein. Donc c'est l'adresse de localhost. Alors c'est l'interface de localhost, pardon. Donc on va retrouver ici. Et puis surtout ici on a une deuxième interface, hein, qui est celle que l'on a. C'est notre interface ici filaire, donc qui possède un nom, ENP0S3. Hein, et on a différentes informations, entre autres le MTU, et puis aussi on va récupérer, par exemple ici, l'adresse MAC donc de cette carte réseau. Voilà, donc ça, une façon pour obtenir les informations. Si on veut se limiter aux informations concernant l'interface, on peut faire préciser avec un show ENT0S3, et à ce moment-là, on n'aura que les informations qui concernent l'interface, donc la deuxième interface, l'interface filaire. Hein. Maintenant, si je veux récupérer l'adresse IP, ben, ce sera IP ADDR. Je vais récupérer l'ensemble des adresses IP de la machine. Donc déjà ici, j'ai la localhost, donc vous voyez bien, c'est en 127.0.0.1 hein, pour cette première interface. Et pour le ENP0S3, eh bien, je vois que je récupère, donc j'ai toujours mes adresses MAC, mais qu'en plus, maintenant, je vais récupérer des informations ici, en IPv4, 192.168.3.124/24. Hein, donc je sais que c'est un masque en 3 x 255.0 et j'ai même l'adresse de broadcast qu'on voyait tout à l'heure. De la même façon, si je souhaite ne récupérer que pour une interface, eh ben c'est IP ADDR show et je vais préciser ENP donc 0S3 et à ce moment-là, je ne verrai que l'interface qui m'intéresse ici, donc qui est mon interface filaire. Dernier point, et on le reverra tout à l'heure, vous avez la possibilité de faire un IP route. Et là, vous allez récupérer votre table de routage, on en parlera tout à l'heure. Je peux peut-être en parler tout de suite. En fait, que se passe-t-il? Eh bien, vous savez que pour envoyer une information sur le réseau 192.168.3.0/24, eh bien, il faudra utiliser l'interface ENP0S3 avec qui est l'adresse IP 192.168.3.124 qui sera donc la source, hein, et c'est notre ordinateur. Par contre, que dans tous les autres cas, lorsque l'on veut quitter le réseau, donc là c'est l'adresse par défaut, c'est notre passerelle, eh bien on va passer par 192.168.3.33 qui, je vous rappelle, est notre routeur par défaut. Ce sera sur l'interface ENP0S3. Alors on voit d'ailleurs qu'on a récupéré une adresse IP ici en DHCP, hein, et que voilà, la source qui sera indiquée, ce sera 192.168.3.124.
Voilà, donc les informations donc concernant cette adresse IP. Alors cette adresse IP, elle se limite pas à nous donner uniquement des informations. Donc la commande IP, elle peut donner des informations. Donc ça c'est une de ses premières fonctions, donner des informations. Voilà, mais peut être utilisée aussi pour une deuxième chose, c'est pour pouvoir modifier par exemple l'adresse IP. Alors, pour pouvoir modifier l'adresse IP, normalement, dans la documentation, il existe la fonction qui sera addr, change, hein, et puis ensuite, on indique la nouvelle IP, donc nouvelle adresse IP, et on va préciser l'interface. Par exemple, ENP 0S3. Ou je vais mettre interface name, voilà. Hein. Donc, en fait, cette fonction-là, ce qu'elle va faire, c'est simplement, elle va ajouter une adresse. Alors, je vais le préciser, devrait changer l'IP, mais ne fait qu'ajouter une IP. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut mettre plusieurs adresses IP sur une interface. Hein. Donc voilà. Donc ça c'est donc en fait, il vaudra mieux utiliser. Il faut plutôt utiliser. Vous allez voir deux choses. Eh bien en fait, il faut plutôt donc supprimer l'adresse IP courante, puis ajouter une adresse IP. Comment on fait cette chose-là? Eh bien, on va faire un IP ADDR del, ancienne adresse, ancienne IP, et le device, et on précise à ce moment-là le nom de l'interface. Alors, j'ai des petits soucis d'écriture, interface name, puis ensuite, on ajoute donc IP, ici ADDR, et on ajoute notre nouvelle IP. Voilà. En faisant ça, eh bien, on est certain que notre adresse IP sera bien modifiée. Interface name. Voilà, donc ça, c'est les éléments donc la façon dont on va pouvoir modifier donc une adresse IP. Donc cette méthode-là, le problème c'est qu'elle me rajoute une adresse IP. Donc moi je préfère faire d'abord, j'enlève l'ancienne adresse IP et puis je lui en rajoute une nouvelle. Voilà. Donc de la même façon, eh bien, si on veut changer donc la passerelle par défaut, eh bien là on va utiliser le même principe. Donc on va l'écrire par exemple ici. Donc ça c'est pour modifier l'adresse IP, là c'est pour la commande IP. Et ici on va venir rajouter donc pour modifier l'adresse de la passerelle par défaut. Eh bien on va la supprimer. On la supprime. Puis on l'ajoute. Comment fait-on? Eh bien, voilà, on va faire comme pour les adresses IP, on va faire un IP route del default. Voilà. Et puis ensuite, on va faire un IP route add. On rajoute le default via 192.168. Ici, ce serait, je sais pas, peu importe, un .1.254.
dans le cas ici du réseau que nous avons. Voilà. Et de cette façon-là, eh bien, on aura bien modifié l'adresse IP. Alors, il nous reste une dernière chose. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le serveur DNS. Alors, où est-ce qu'il est défini? Si vous vous souvenez, avec la commande ici qu'on avait fait tout à l'heure, on n'a aucune information en fait sur le serveur DNS. On ne sait pas où il est. Et pourtant, il y a bien des serveurs DNS, puisque je vous rappelle qu'on les avait vus ici, hein, et qu'on en a même deux qui sont définis. Bien pour ça, on peut les définir à deux endroits dans des fichiers, et on va le voir tout de suite. Donc ici, ça c'est les éléments de modification. Pour récupérer pour le DNS, le plus simple, je vous donne, c'est lire et ou, si vous voulez modifier, hein, modifier le fichier /etc/resolve.conf. Et donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, resolve.conf, oui, c'est ça. Donc, si je fais cat /etc/resolve.conf, ben, vous voyez, j'ai deux informations, name server, et puis j'ai mes adresses de nom de serveur DNS. Ici, le search local domain, ça veut dire qu'en fait, on va à chaque fois qu'on va rechercher et sans préciser par exemple un autre, eh bien, on va utiliser le domaine local. Alors, le domaine local, on peut le récupérer de cette façon-là. On a une commande qui s'appelle hostname, d'accord, qui nous donne le nom de la machine. Mais je peux faire un hostname, par exemple --f, et puis, eh bien, vous voyez que je récupère debian.bts.local, c'est-à-dire que là, ici, je suis sur un domaine qui s'appelle bts.local et que l'autre de ma machine, c'est Debian. Alors, le -f, ça veut dire full. Et on peut faire également un hostname -d pour n'avoir que le domaine. Hein. Donc voilà, ça veut dire que notre domaine il est bien défini. Donc si je reprends le fichier ici cat resolve.conf, utc/resolve.conf, quand je vais rechercher, par défaut, s'il y a qu'un nom, il n'y a pas de domaine de défini, en fait, il va simplement chercher également dans le domaine bts.local, et sinon, il va interroger le serveur de domaine name server, ou enfin, un des deux domaines, donc le premier, puis le deuxième. Voilà. Hein, donc, et on voit bien que c'est en concordance avec ce que nous avions ici dans les informations dans notre outil graphique. Voilà, donc il suffira simplement, hein, donc c'est name server, on y retrouve, ou ajoute, hein, on y retrouve donc les informations, donc ici qui sont name server, et on a IP serveur DNS. Voilà. Donc à chacune de ces lignes, eh bien en fait on a un serveur DNS donc qui est associé. Alors tout ça c'est bien. Ici tout ça ça fonctionne parfaitement, mais on a un petit souci en fait ici, c'est que eh bien si on reboot la machine, si on modifie les adresses IP et le nom la passerelle directement à l'aide des commandes IP, eh bien en fait les modifications ne sont pas persistantes. Donc ça, c'est quand même un petit souci qu'on va noter donc tout de suite. Où est-ce que je peux le mettre? Je cherche un peu de place pour dire, mais attention, hop, non, là, je voulais rester dans la couleur initiale, qui était ce violet-là, je crois. Alors, je peux peut-être diminuer un peu la taille. Voilà, c'est chose faite. Comme ça me permet de répondre, de modifier. Et bien ici, voilà, on va rajouter donc des informations. Attention, les modifications à l'aide des commandes ne sont pas persistantes. Voilà. C'est-à-dire que si vous éteignez l'ordinateur et que vous le rallumez, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Alors, comment il faut faire? Eh bien, ça, pour le rendre persistant, pour des modifications persistantes, il faut
il faut modifier directement le fichier de définition des paramètres réseau. Alors, les paramètres réseau de la carte, ou des cartes, hein, puisque en fait on a un seul fichier, on peut avoir un seul fichier pour tout. Alors, sur Debian, parce que c'est pas au même endroit sur toutes les avec toutes les distributions, pardon. Eh bien, sur Debian, il faut modifier le fichier /etc/network/interface avec un S. Voilà. En modifiant ce fichier-là, et donc on va aller le regarder tout de suite, eh bien en fait on va pouvoir ici y définir donc toutes les informations. Alors on va peut-être juste en parler rapidement. Alors ce que je vais faire, c'est je vais peut-être encadrer tout ça. Bon, je le ferai après. Bien, donc dans ce fichier, dans e/etc/network/interface, en fait, on peut définir donc les adresses IP de deux manières. Soit en ce qu'on connaît déjà, donc c'est en DHCP, et c'est ce qu'on va voir donc tout de suite. Si je définis une adresse IP en dynamique, eh bien les informations que j'aurai à mettre, par exemple, ce serait, voilà, j'y suis. Eh bien, on va mettre un hello hotplug. Alors, hello-hotplug, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on est en train de dire à l'ordinateur que, eh bien, tu donneras une adresse IP quand la machine sera connectée. Donc, hello-hotplug, on accepte le hotplug. Donc, sur quelle interface ENP0S3, hein, par exemple, sur le nom de l'interface. Et puis ensuite, ben, on va faire un eface ENP0S3 inet, même pas, ici, DHCP. DHCP. Voilà, ça c'est pour obtenir une adresse IP dynamique. Donc, je vais peut-être le rajouter ici. Adresse IP dynamique. Voilà. Maintenant, si je veux rajouter une adresse IP donc manuelle et où je dois définir l'ensemble des éléments moi-même, donc adresse IP manuelle. Alors, il me manque dynamique. Maintenant, si je veux mettre une adresse IP manuelle, qu'on va appeler donc statique, eh bien, on va toujours avoir cette ligne hello hotplug. Est-ce que je peux encore monter un peu tout ça? Donc, pour l'adresse IP statique, on va avoir le if enp0 inet. Et on précise que l'on veut que ce soit du statique. Et enfin, eh ben on va maintenant indiquer toutes les informations dont on a besoin, l'adresse que l'on désire mettre, par exemple 192.168.1.2. On va préciser le masque avec le mot-clé netmask. Et là, c'est 255.255.255.0. On va maintenant préciser, et on termine par ça, par la passerelle gateway. Et là, on a dit que c'était 192.168.1.254. Voilà, donc on a vu les deux façons de définir donc les adresses IP, hein, voilà, qui sont là. Et puis je vous rappelle que, eh bien ici, si on doit modifier le DNS, hein, on retourne toujours dans le fichier etc/resolve.conf. Donc on voit qu'ici, eh bien avec l'ensemble des informations que l'on vient d'indiquer, eh bien on a maintenant la possibilité en fait de définir tous les paramètres réseau dont on a besoin. Voilà. Alors j'essaye de remonter un petit peu tout ce que j'ai sélectionné. Est-ce que ça marche? Ouais, superbe.
Voilà, donc bien vous avez ici donc l'ensemble des informations. Donc pour les modifications et surtout pour pouvoir les rendre persistantes, hein, je vous rappelle, il faut aller modifier le fichier etc/network/interface avec un S. Et puis également pour le DNS, c'est le fichier etc/resolve.conf que l'on retrouve ici. Voilà.